Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler des gestions pilotées Alta Profit avec GWS. On s'est quitté l'année précédente avec des marchés en hausse, c'est une très bonne performance de la part de GWS, mais qu'en est-il en ce début d'année 2024? La hausse s'est poursuivie, de manière plus disparate, certes, mais elle s'est poursuivie. Les mots-clés en ce début d'année ont été intelligence artificielle. Tous les secteurs n'ont pas performé autant. Nous détaillerons le comportement de la gestion pilotée GWS et de ces deux profils dans ce contexte volatile, ainsi que l'influence des événements politiques et géopolitiques sur les performances de cette gestion pilotée. Et nous reviendrons sur l'impact des récents mouvements de taux. Pour nous accompagner, Ibrahim Al-Khalil de GWS, responsable de la gestion. Et je vous rappelle que nous répondrons aux questions du chat en fin de présentation. Avant de commencer à parler marché financier et performance, je te laisse te présenter ainsi que ta société GWS en quelques mots. Merci beaucoup, Maxime. Alors, Ibrahim Al-Khalil, responsable de la gestion sous mandat chez Generali Wealth Solutions, qui est la société de gestion patrimoniale du groupe Generali. Donc, Generali Wealth Solutions, c'est deux jambes, de l'ingénierie patrimoniale d'une part et de l'ingénierie financière d'autre part. Ingénierie financière que nous allons traiter aujourd'hui, dans laquelle on va retrouver de la gestion pilotée, comme celle que nous faisons pour Alta Profit, mais également de la gestion sous mandat, des fonds dédiés et l'émission de produits structurés. Si on passe tout de suite aux performances, comme on a l'habitude de le faire, on se rend compte effectivement, comme tu le disais, que les performances ont été bonnes, voire particulièrement bonnes sur les marchés actions. Donc on voit ici un certain nombre d'indices boursiers. On a d'abord la partie action, puis la partie obligataire. On a mis quelques drapeaux pour s'y retrouver plus facilement. On va retrouver évidemment le CAC 40 que tous nos clients regardent en France, 2 indices européens, 3 indices américains, le Nikkei au Japon, le CSI 300 en Chine, le MSCI Emerging Market pour l'ensemble des pays émergents, et pour finir le MSCI World, donc qui va représenter l'évolution des marchés actions à l'échelle internationale de manière générale. On note effectivement que la performance a été bonne, voire très bonne pour certains marchés. On les voit ici en euros. Attention, en devise locale, ça peut être un petit peu différent. Il y a notamment eu 2% d'effet de change. Donc, si on regardait les mêmes indices américains en devise locale, donc pour voir véritablement la performance du marché américain en tant que tel, on serait 2% en dessous de ces niveaux-là. Quand on voit ces performances, on remarque que effectivement, elles sont positives, mais il y a quelques déséquilibres. Ça mérite de se penser un petit peu plus sur le sujet pour mieux comprendre l'évolution de certains indices, mais ça dénote aussi avec la performance des indices obligataires qu'on voit juste en dessous. Les indices obligataires, ici, on en a deux, le Bloomberg Global Aggregate et le Bloomberg Euro Aggregate. Global pour international, euro évidemment pour la zone euro. Ces deux indices obligataires sont négatifs, parce que les taux se sont plutôt tendus depuis le début de l'année. On a le 10 ans américain qui a dû prendre 40 points de base, donc 0,4%. Le 10 ans français autour de 0,6%, le 10 ans allemand autour de 0,5%. Donc des taux qui se sont un petit peu tendus, ce qui fait perdre un peu de performance à la classe obligataire et donc qui va évidemment peser un peu sur les portefeuilles un peu plus équilibrés qui contiennent aussi bien des actions que des obligations. Je le dis tout de suite, on n'a aucune inquiétude sur cette classe d'actifs, c'est-à-dire que la tension sur les taux et sur les taux longs, à notre sens, elle n'est pas véritablement durable. On aura l'occasion d'en reparler. Donc, cette légère sous-performance de la classe obligataire sur ces 5 premiers mois de l'année, elle n'est pas inquiétante à ce stade. Ça mériterait comme je le disais, qu'on zoome peut-être un petit peu plus sur les performances. Et là, on peut regarder de manière un petit peu plus précise la performance du S&P 500. Elle a été assez exceptionnelle. On est autour de 13% quasiment en euros. Si on la regarde en dollars, on est plutôt autour de 11%. Mais ce qu'il y a d'assez remarquable, c'est qu'on est dans la continuité de ce qu'on se disait en fin d'année dernière, il y a 5-6 mois. On notait qu'on avait une hyper-concentration de la performance sur quelques valeurs, les fameuses 7 magnifiques. Cette hyper-concentration, elle se poursuit en ce début d'année 2024 parce qu'on a 60% de la performance du S&P 500 qui vient de cette valeur, la fameuse 7 magnifiques, les Apple, Amazon, Tesla, Microsoft, etc. Mais si on va encore plus loin et qu'on regarde le détail sur ces 7 valeurs, on se rend compte que 40% de la performance du S&P 500, elle n'est due qu'à Nvidia.
qui a progressé de plus de 150% depuis le début de l'année. Donc on est dans une situation de concentration encore plus forte que celle qu'on observait en 2023 et qui était déjà assez remarquable, ce qui n'est pas totalement ou tout à fait sain parce que ça fait évoluer les indices, donc ça donne une impression d'indice boursier qui performe particulièrement bien, alors qu'en fait la performance, elle s'appuie que sur quelques valeurs. Et si on n'a pas ces quelques valeurs en portefeuille, finalement, l'indice n'évolue que très peu. Quand on fait ce constat-là, assez naturellement, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a une bulle? Étant donné qu'on a cette valeur qui font la performance du marché américain, qui est le premier marché boursier, est-ce qu'il ne faut pas trop s'inquiéter de cette surperformance de ces quelques valeurs? Alors, un élément rassurant, c'est le graphique qu'on voit juste à côté qui représente les marges des entreprises du S&P 500. Et ce qu'on observe ici, c'est plusieurs choses. Les marges dégagées par les entreprises du S&P, les marges dégagées par les entreprises du S&P hors valeur technologique, on n'a pas isolé les 7 magnifiques seulement, et simplement les marges dégagées par les valeurs technologiques. Et on se rend compte, c'est la courbe grise pour les valeurs technologiques, on se rend compte déjà que les marges dégagées par les entreprises du S&P sont plutôt confortables, mais que celles qui sont engrangées par les entreprises du secteur technologique aux États-Unis sont particulièrement importantes. Elles justifient en grande partie l'intérêt que les investisseurs peuvent avoir pour ces valeurs-là. Encore une fois, on essaye de continuer dans ce tunnel-là, dans cet entonnoir, et on zoome un cran au-dessus en s'intéressant maintenant à ce secteur technologique. Parce que très vite, les clients nous posent la question, il faut acheter du secteur technologique, mais quand on va sur le secteur technologique, il y a beaucoup de choses. Et donc ce zoom-là, ce troisième graphique, il permet d'identifier les sous-secteurs du secteur technologique. Et se rendre compte qu'à l'intérieur même du secteur technologique américain, on peut retrouver plusieurs sous-secteurs, certains qui affichent des performances assez exceptionnelles. On a notamment les semi-conducteurs, évidemment tirés par Nvidia, qui sont les stars de la cote, mais on a également des écarts qui sont assez importants entre, par exemple, le logiciel d'un côté, le software, et le hardware de l'autre, le matériel. On a des performances qui ne sont pas tout à fait les mêmes entre ces deux sous-secteurs. Donc, malgré l'intérêt fort pour l'intelligence artificielle et pour la tech US, il faut aller chercher les sous-secteurs qui se dégagent un petit peu du lot pour offrir une performance et des perspectives qui sont particulièrement intéressantes. Je finirai sur une dernière touche qui n'est plus du tout, mais ça nous servira par la suite, il n'est plus du tout question de valeurs technologiques, au contraire on va parler de valeurs qui sont, elles, particulièrement décotées, qui sont beaucoup moins chères que le reste du marché, ce sont les small et mid cap. Quand on regarde avec un petit peu d'historique, les small et mid cap, c'est les petites et moyennes capitalisations. Quand on regarde ces valeurs-là, on se rend compte que la valorisation, si on pouvait le comparer grossièrement à un prix du mètre carré, comparé aux très grandes capitalisations, donc cette valorisation relative, elle est particulièrement basse. Ça fait 3 ans qu'on est en recul, ça fait 3 ans que les grandes capitalisations surperforment très largement, alors qu'historiquement, sur une échelle de temps un peu plus longue de 25 ans, c'est souvent ces petites et moyennes capitalisations qui sont qui reflètent le tissu économique, qui sont le moteur des principaux indices. Aujourd'hui, elles sont plutôt en recul. On va le voir par la suite, je commence déjà à introduire, mais ce qui nous pousse à nous intéresser davantage à ces valeurs-là, qui ont très peu progressé et qui sont aujourd'hui assez peu chères. Alors, on peut continuer en parlant peut-être un petit peu de l'évolution du contexte macroéconomique. On a vu ce qu'ont fait les marchés. On a tout de suite zoomé sur les entreprises et je trouve ça particulièrement intéressant. Reposons assez rapidement, sans rentrer trop dans le détail, le cadre économique dans lequel on évolue. On évolue dans un cadre économique qui a été plutôt chahuté, surtout en Asie et en Europe, et dans lequel les États-Unis ont incroyablement surpris en 2023. Je te le dis en une phrase, parce qu'en 2023, début de l'année, on s'attendait plutôt à une récession, à un ralentissement plus ou moins marqué, et finalement, la croissance américaine a été au rendez-vous, et ça en grande partie grâce à la consommation des ménages américains. Je rappelle, les ménages américains qui ont continué de consommer comme s'il n'y avait pas d'inflation et aucune inquiétude à l'horizon, ce qui a été très moteur pour l'économie américaine et pour les marchés. En Europe, ça a été beaucoup plus compliqué, en Chine également, mais pour d'autres raisons, plutôt l'immobilier. Et aujourd'hui, on commence à voir une amélioration. Et c'est plutôt un signal positif qu'on aimerait souligner ici. On voit 2 graphiques. D'une part, sur la partie gauche, ce qu'on appelle les surprises économiques. C'est tout simplement les publications macroéconomiques qui sont
au-dessus des attentes. Parce que c'est une bonne surprise, moins le nombre de publications qui sont en dessous des attentes. Donc quand on est positif, c'est qu'on a plus de publications qui nous surprennent positivement. Quand c'est négatif, c'est le contraire. Ce qu'on observe ici, c'est qu'on a une amélioration pour la zone euro, on repasse sur des surprises positives, et qu'au contraire, aux États-Unis, malgré le contexte assez favorable depuis un peu plus d'un an, on commence à avoir des surprises plutôt négatives. Donc on s'est peut-être un petit peu trop appuyé sur cette résilience américaine, on commence à voir quelques signaux, quelques signes d'essoufflement. Rien d'inquiétant à ce stade, on a même quelques indicateurs qui se contredisent pour le moment, mais on commence à voir peut-être la fin de cette résilience qui était assez exceptionnelle, de cette épargne Covid qu'avaient les ménages américains, qu'ils ont maintenant en grande partie épuisée. On voit une confiance du consommateur qui se dégrade un petit peu. Donc aux États-Unis, quelques signaux qui nous poussent à un petit peu de prudence, là où on a au contraire une amélioration en zone euro. Et on le voit d'ailleurs aussi avec les indices PMI, qui sont des indicateurs d'activité économique. Quand on est au-dessus de 50, c'est qu'on est dans une situation d'expansion économique. C'est le cas. Après 7-8 mois passés en phase de plutôt contraction de l'activité économique, la zone euro retrouve un petit peu d'air et le contexte s'améliore. Et en Chine, on a également une situation qui s'améliore et c'est en grande partie grâce aux efforts plutôt importants que le gouvernement a fait, les facilités de crédit qu'ils ont mis en place pour essayer de relancer l'économie. Tout n'est pas clair, la visibilité n'est pas absolue, on est passé par des moments très compliqués, la difficulté liée à l'immobilier reste présente, mais globalement, on est dans une situation qui s'améliore et donc des paris qui commencent à porter leurs fruits de la part du gouvernement chinois. Donc la performance des marchés est plutôt justifiée en ce début d'année via un très bon contexte économique. Et comment vous avez agi sur les gestions pilotées et profité de ce contexte? Alors, nous, on a agi, on peut passer du coup peut-être à la slide suivante. Là, on va véritablement voir le positionnement. Alors, ce qu'on observe, c'est que le contexte économique s'est plutôt amélioré. Les marchés ont été assez porteurs, assez logiquement. Quand les marchés progressent, un gérant plein de bon sens a envie de cristalliser ses gains. Donc, on va vendre une partie de nos actions, on va vendre ce qui a très bien marché ou une partie de ce qui a très bien marché, surtout si on considère qu'on atteint les objectifs de cours, c'est-à-dire qu'on atteint les prix auxquels on souhaitait vendre ces actifs-là. On va alléger la position, c'est ce qu'on voit. On a fait un arbitrage assez important en mars dernier dans lequel on a allégé notre exposition. Donc depuis le début de l'année, on voit une exposition qui grimpe, puis en mars, qui va venir diminuer un petit peu parce qu'on a fait deux choses, des prises de bénéfices d'une part, mais aussi des réallocations d'autre part. On va en parler juste après des réallocations, ce qui nous permet aujourd'hui en termes d'exposition d'être investi à un peu plus de 60% sur un profil conviction et pas de moitié, mais quasiment de moitié, autour de 30-34% sur un profil patrimoine qui lui est plus équilibré et plus défensif. Si on zoome un petit peu sur les mouvements qu'on a fait, je ne mets pas les réajustements. Sur le slide suivant, on va voir les mouvements qu'on a fait. On montre vraiment les mouvements importants. Là où il y a eu soit des achats, soit des forts renforcements. Alors, je rebondis sur ce que je disais au tout début. Je parlais de small et mid cap, de petite et moyenne capitalisation. Évidemment, c'était pour introduire les mouvements qu'on a fait. Quand on fait ce constat-là, c'est-à-dire quand on se dit d'une part, on a un secteur technologique aux États-Unis où certaines valeurs qui ont affiché des performances exceptionnelles, qui certainement, pour certaines c'est justifié, pour d'autres un petit peu moins. Donc les amène dans une zone où c'est certainement pas le reflet de la réalité économique de l'entreprise, on n'a qu'une envie, c'est de prendre des bénéfices, c'est d'alléger un petit peu la position pour prendre des bénéfices. Mais au contraire, quand on a une classe d'actifs, comme les petites et moyennes capitalisations, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, qui sont particulièrement délaissées depuis 3 ans, parce que des taux d'intérêt plus élevés, donc elles ont plus de mal à se financer, et ça les étouffe, ces valeurs de croissance qui ont besoin de se financer sur les marchés, mais aussi parce qu'elles ont très peu de ce qu'on appelle de pricing power, c'est-à-dire elles ont très peu de capacité à imposer les prix qu'elles veulent. Quand Apple augmente le prix de l'iPhone, il ne vend pas véritablement moins d'iPhone. Par contre, quand une petite ou moyenne entreprise essaye de renégocier avec les géants, que ce soit de la tech ou de l'industrie, c'est beaucoup plus compliqué pour elles. C'est pour toutes ces raisons qu'elles ont été délaissées. Et on pense qu'avec cet environnement où on a globalement des taux qui vont baisser, ces entreprises, elles vont retrouver un petit peu d'air pour pouvoir se refinancer à des meilleurs coûts. Et surtout, les investisseurs vont avoir envie de se repositionner
sur des actifs qui sont complètement décotés. Dit très schématiquement, on a un prix du mètre carré qui est indécent tellement il est bas sur ce genre de valeur. C'était déjà le cas il y a un an, on a décidé d'attendre. Aujourd'hui, on pense que c'est plutôt une bonne configuration. Donc, on fait des premiers achats, ce n'est pas les seuls. C'est un premier mouvement vers ces petites et moyennes capitalisations. Et on va retrouver 3 fonds sur cette thématique-là. Le Lonvia Avenir Midcap Europe et le Janus Anderson Pan-European Smaller Company, qui sont 2 fonds d'actions petites et moyennes capitalisations européennes. Et on va retrouver le Threadneedle American Smaller Company, des noms un petit peu barbares, mais c'est un fonds d'action de small cap américaine. Donc on s'intéresse vraiment, on va continuer à investir sur sur les 2 continents sur cette thématique-là. Et on renforce aussi, on introduit une position d'un très bon fonds de Generali qui s'appelle le Generali Investissement, qui est plutôt sur des large cap. Et en parallèle de ça, on prend nos bénéfices, on vend une position sur un fonds qui s'appelle le AXA Short Duration, tout simplement parce qu'on considère qu'aujourd'hui, sur la partie, c'est un fonds high yield au rendement sur cette thématique-là. On pense qu'il n'y a plus trop de performance à aller chercher. Les spreads sont particulièrement resserrés. Il y a beaucoup d'optimisme dans le marché, ce qui veut dire qu'une déception pourrait impacter les rendements d'un fonds comme celui-ci. Donc, on décide de déboucler la position. Et on vend aussi 2 fonds, le Lazard Patrimoine et le Lazard Equity. Lazard Patrimoine essentiellement parce qu'on décide maintenant de plutôt faire des briques assez pures dans nos investissements, dans nos fonds satellites. Des briques assez pures, c'est-à-dire des briques qui sont soit actions, soit obligataires, vu que les taux sont élevés, et de moins faire des fonds patrimoniaux qui vont eux-mêmes allier des actions et des obligations. C'est à notre sens un tout petit peu moins pertinent quand on a des taux aussi élevés que ceux qu'on a aujourd'hui. Alors, nous venons de voir les mouvements que vous avez réalisés, mais pour rappel, la gestion pilotée Alta Profit, vous avez commencé à l'amorcer, est une gestion assez unique parce que c'est une gestion cœur satellite. Peux-tu nous rappeler le fonctionnement de la gestion cœur satellite d'Alta Profit et aujourd'hui ses pondérations? Absolument. C'est une position qui est totalement unique et qui apporte une réactivité dans une gestion pilotée qu'on ne voit pas. Pour rappel, le fonctionnement d'une gestion pilotée. Le gérant va envoyer une grille d'allocation. Il va envoyer un portefeuille, ce que vous avez sous les yeux. Il va l'envoyer, il va le transmettre à la compagnie d'assurance qui va l'appliquer sur les contrats de tous les clients. Donc, il y a toujours et mécaniquement un délai entre le moment où il y a un événement économique ou politique, on détermine cette nouvelle allocation, ça peut se faire très rapidement, et puis la mise en œuvre dans les portefeuilles de clients, on a forcément quelques jours qui s'écoulent. Tendanciellement, ce n'est pas véritablement problématique, c'est-à-dire que sur le long terme, ce n'est pas quelque chose qui est véritablement embêtant, mais dans certaines situations, surtout quand on a une situation géopolitique comme celle qu'on a aujourd'hui, surtout quand on a des taux d'intérêt aussi élevés que ceux qu'on a aujourd'hui, ou quand on voit les événements même politiques en Europe et en France qu'on a actuellement, ça crée une forme de volatilité assez importante sur les marchés, où pour le coup, la réaction, le temps de réaction devient assez déterminant, et c'est là que le fonds GWS Allocation Tactique, qui est le fonds cœur de la gestion Alta Profit, va avoir un intérêt tout particulier. On a les satellites d'une part, sur un portefeuille patrimoine, ils vont représenter 80%, et le cœur d'autre part, qui va représenter 20% sur le patrimoine. Sur le conviction, comme on le voit ici, c'est plutôt 60% pour les satellites et 40% pour ce fonds cœur. Ce fonds cœur, on l'a dit, c'est pour de la réactivité, donc il est constitué 100% d'ETF. Les ETF, c'est très peu chargé, c'est pas cher. Ça cote comme une action, de l'ouverture à la fermeture du marché, donc on peut intervenir à n'importe quel moment sur le marché. On n'a pas de valeur liquidative qui arrive une fois par jour, donc ça permet d'être particulièrement réactif. Donc les satellites sont plutôt des positions de long terme, on va faire des paris. On va jouer la TQS sur le long terme, on va jouer certaines thématiques obligataires assez particulières. Et puis ce fonds cœur, il va plutôt nous servir à prendre des positions assez rapidement pour nous exposer ou nous désexposer au marché, actions ou obligataires. Donc il a toute liberté pour nous permettre d'agir assez rapidement et d'apporter justement ce levier de réactivité qu'on n'a généralement pas dans les gestions pilotées. Merci pour ce rappel. Maintenant, regardons la performance de cette gestion cœur satellite. Bien sûr, avant, peut-être un mot sur la répartition. Avant, oui. Oui, peut-être un mot sur on l'a vu, l'intérêt de voir ces 2 portefeuilles, c'est aussi de voir que ce sont les mêmes lignes. Ces portefeuilles contiennent les mêmes lignes pour une raison très simple, si j'ai une bonne idée,
je considère que c'est une bonne idée aussi bien pour les patrimoines que pour les convictions. Quel que soit le profil de risque, la bonne idée doit être intégrée. Par contre, elle n'a pas la même pondération. C'est-à-dire que quand on est plus dynamique, sur un fonds comme le JP Morgan American Equity, on va en avoir quasiment 2 fois plus dans un portefeuille conviction que dans un portefeuille patrimoine. Donc, en fonction du risque qu'embarque le fonds, la pondération sera différente. Mais on a les mêmes lignes, ce qui permet d'avoir une très bonne cohérence entre les deux profils. Et c'est ce qu'on voyait dans le slide juste après, sur la répartition géographique. Je ne vais pas la commenter, elle est identique sur les deux profils. C'est celle évidemment de la poche action. Donc on zoome sur la poche action, on la regarde en bassant, et en bassant, c'est évidemment la même. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'on marche sur 2 jambes, les États-Unis d'une part, l'Europe d'autre part, avec une légère surpondération pour les États-Unis, pour toutes les raisons qu'on a évoquées en introduction sur la résilience et la solidité économique des entreprises américaines. On a malgré tout un petit peu d'émergents, un petit peu d'Asie. Ça reste une petite position à ce stade. Pour nous, le temps n'est pas forcément encore venu d'investir plus massivement, mais c'est quelque chose qu'on garde, qu'on surveille et qui fera certainement partie des investissements sur la deuxième partie de l'année. Et donc, un zoom maintenant sur ce fonds GWS Allocation Tactique, ce fameux fonds cœur. Donc, on vient de zoomer sur ces 20% pour le patrimoine et les 40% pour un conviction que nous avons vu. Alors, l'idée ici, c'est juste d'essayer d'expliquer la mécanique et l'intérêt de ce fonds-là. On l'a dit, il permet de nous apporter de la flexibilité, de la réactivité. C'est un fonds 100% géré en ETF. Ici, on a la liste des ETF. On est très transparent là-dessus. Ça permet aux clients de voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce fonds. Ce qu'on peut noter, c'est qu'on a quand même une partie relativement importante de monétaire. Dans ce fonds, on a 30% de fonds monétaires. Ça nous permet, ces 30% de fonds monétaires, il faut vraiment les voir comme des cartouches qui sont au sec et qui nous permettent de réagir en cas de baisse des marchés. Donc cette partie-là, c'est ce qui, plus elle est importante et plus on est prêt en cas de baisse des marchés, moins elle est importante et plus on est optimiste et on ne s'attend pas à ce que les marchés baissent. Donc elle est quand même aujourd'hui, elle a une part qui est relativement importante, on a 30% dans le portefeuille, ça prouve bien qu'on est préparé à une phase de volatilité. Et les derniers jours nous donnent plutôt raison parce qu'on voit qu'on commence à avoir une certaine tension dans l'environnement européen, mais plus spécifiquement en France. Et ces cartouches au sec nous permettront de réagir si nous devons renforcer nos positions. Mais ça permet aussi, peut-être un point de précision, ces ETF, ils permettent aussi d'avoir un niveau de granularité dans la stratégie qu'on déploie. On voit beaucoup d'ETF, actions américaines, actions européennes, actions françaises, c'est très classique. Mais on a aussi des ETF qui sont un peu plus précis. On a par exemple un ETF qui est sur les semi-conducteurs. Semi-conducteurs, on retrouve tout de suite Nvidia. Nvidia représente plus de 12 ou 13% de cet ETF-là. Donc une thématique qui intéresse particulièrement parce que c'est de l'intelligence artificielle et qu'aujourd'hui, tous les regards sont braqués sur ces secteurs-là. Mais dans un fonds comme celui-ci, on peut aller aussi précisément que ça. C'est-à-dire qu'on est capable d'aller chercher des ETF qui sont sectoriels ou même sur des sous-secteurs. Et c'est ce qu'on a fait ici avec le tracker semi-conducteur qui marche. D'ailleurs, il y en a quasiment 5% et qui fonctionne d'ailleurs très bien. Pas aussi bien qu'NVIDIA, parce qu'NVIDIA sort un petit peu du lot, mais qui est un fort contributeur à la performance. Et là, on voit l'évolution de l'exposition de ce fonds. Encore une fois, l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail parce que ce qui nous intéresse, c'est de voir le comportement global de ces gestions pilotées. Mais la seule chose qu'on retient, c'est que cette capacité cette flexibilité, elle est exploitée pleinement. C'est-à-dire qu'on voit qu'on peut d'un mois à l'autre augmenter de 10%, baisser de 15%, ce qui est jamais fait et quasiment infaisable sur des profils classiques. Ici, grâce à un fonds comme celui-ci, on peut d'un mois à l'autre changer complètement l'exposition de ce fonds et impacter directement nos profils en gestion pilotée. Et maintenant, les performances, donc. Effectivement, et maintenant les performances. Donc les performances, pour rappel, elles sont nettes d'absolument tout frais. C'est des performances de gestion pilotée, donc elles sont nettes de tout frais. Le profil le plus exposé, donc le conviction, progresse d'un peu plus de 5% depuis le début de l'année, net de tout frais. L'année dernière, il avait progressé de quasiment 13%. Le profil le moins exposé, patrimoine, lui, progresse d'un petit peu moins de 2%. Donc une performance qui est plutôt en retrait par rapport aux convictions. Rappelons que deux choses.
elle est pas surprenante, elle est cohérente avec ce qu'on a vu sur les marchés. On a quasiment 2 fois moins d'exposition action, donc on a une performance qui est 2 fois moindre. Et d'autre part, on a un peu d'obligataire qui a pesé depuis le début de l'année, qui ne nous inquiète absolument pas, encore une fois, qui sera plutôt une espèce de coussin amortisseur si on a beaucoup de volatilité. C'est ce qu'on commence déjà à voir. Si on regardait les performances à la fin de ce mois, elles seraient déjà un petit peu différentes parce que ce caractère défensif des obligations va plutôt jouer son rôle dès qu'on a un petit peu de crainte. Donc c'est là qu'on va voir l'intérêt d'en avoir, mais c'est vrai que jusque-là, les obligations, depuis le début de l'année, elles ont un petit peu pesé dans le portefeuille. Donc un portefeuille qui a un profil qui progresse d'un petit peu moins de 2% et qui avait progressé d'un peu plus de 8% l'année passée. Alors, on va revenir sur ces excellentes performances, mais qui dit bonne performance dit aussi marché particulièrement haut. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est le moment de réinvestir, de remettre une couche sur nos portefeuilles en gestion pilotée, parce que justement, les marchés sont quand même particulièrement hauts. On peut se poser la question si c'est le moment d'investir ou non. Alors, c'est une question qui est premièrement tout à fait légitime et qui apparaît de plus en plus dès que les marchés sont aussi haussiers que ça. Depuis quelques mois, pour pas dire plus, j'ai systématiquement cette question de la part des clients. C'est super ce qui se passe, mais vu ce qu'ont fait les marchés, est-ce qu'il ne faut pas un petit peu se mettre au vert, attendre, et puis quand le marché baissera fortement, on reviendra là-dessus. Le premier point, c'est qu'on n'est jamais certain de quand le marché baissera, et c'est un exercice qui est compliqué. Il y a un gérant qui s'en occupe et qui essaye de gérer ça au mieux. Mais il y a une excellente manière de s'affranchir complètement de ces questions-là, et c'est ce qu'on essaye de montrer ou de démontrer sur ce slide-là. Ici, il y a une comparaison qui est faite entre 2 clients. Le premier investit 5 000 € et puis laisse vivre son investissement. Le deuxième investit 5 000 € et réinvestit de manière programmée chaque début de mois 300 €. Alors, j'ai choisi une période de temps un petit peu particulière. L'investissement, il est simulé sur un profil conviction, donc c'est des performances de la gestion pilotée Alta Profit, mais j'ai choisi une période de temps un petit peu particulière, j'ai choisi la pire période de temps possible. J'ai pris le point le plus haut pour simuler l'investissement qui se ferait dans le pire timing possible pour un client qui serait venu sur les gestions Alta Profit. Donc c'est un positionnement en fin d'année 2021, avant la très forte baisse de 2022, qui a été assez catastrophique pour les portefeuilles. Et on voit que dans le premier cas, le client qui a investi, il va forcément perdre de l'argent. Les marchés se sont écroulés bien plus que ces performances-là. Mais même sur une gestion pilotée qui est quand même assez patrimoniale, le client va perdre un petit peu d'argent. On est dans une situation assez volatile. On voit le graphique qui évolue de manière assez marquée. Et le client va retrouver finalement son capital investi au bout de quasiment un peu plus d'1 an et demi. Et encore une fois, la période de temps est choisie pour ça. On a vraiment pris la période de temps qui était la plus compliquée pour un client pour simuler le pire investissement possible. Et on sait que les performances dépendent toujours de ce que font les marchés. On ne peut pas s'extraire de ça. Donc, c'est une réalité dans laquelle on doit évoluer. Donc, le client, au bout d'1 an et demi, quasiment 2 ans, il ne gagne quasiment rien. Il ne gagne quasiment rien parce qu'il a investi 5 000 € et puis il gagne une centaine d'euros sur cet investissement. Dans l'autre cas de figure, le client investit 5 000 € et puis chaque fin de mois, il investit 300 €. Ce qui se passe ici, c'est que déjà, il va s'extraire complètement de cette notion de volatilité et de points d'entrée intéressants sur les marchés. Étant donné qu'il investit chaque mois 300 €, dans toute cette phase de baisse qui fait très mal au portefeuille, il est en train de racheter. Il est en train de racheter des positions qui sont celles déjà présentes dans le portefeuille, donc des positions de qualité sur lesquelles nous avons des convictions qui vont remonter, c'est ce que nous a prouvé d'ailleurs le temps qui s'est écoulé, mais il est en train de les racheter à très bon prix. Donc pendant que le marché baisse, il réinvestit petit à petit, et ça lui permet, au bout d'1 an et demi, quasiment 2 ans, de non seulement revenir à son capital investi, mais de le dépasser très largement, parce que sur cet investissement-là, le client gagne un petit peu plus de 1 000 €. Il gagne quasiment 10 fois plus que le premier client, alors qu'il a investi moins de 3 fois plus. Donc l'investissement, et encore une fois, j'insiste que ce soit chez nous, mais de manière générale, l'investissement programmé, c'est un excellent moyen de s'extraire complètement de cette notion de bon moment. On ne se pose plus la question de savoir si les marchés sont chers ou pas chers. On programme des investissements, on se laisse porter par les marchés actions qui seront tendanciellement haussiers, et puis on profite des moments de baisse sans véritablement se rendre compte. C'est assez systématique, et statistiquement, c'est un des meilleurs moyens que nous avons pour investir.
Merci pour cette présentation. Maintenant, nous allons passer aux différentes questions des auditeurs. Alors, peut-être une première question pour Maxime, pour commencer. Est-ce que tu peux nous dire quelle assurance vie permet de mettre en place l'allocation d'actifs par la gestion pilotée qu'on vient de nous présenter, s'il te plaît? Les assurances vie Alta Profit Vie et Alta Profit Capi. Merci Maxime. Peut-être une deuxième question. Est-ce que, Ibrahim, vous pensez que les différentes échéances électorales chez nous et aux États-Unis peuvent avoir un impact sur les marchés et l'économie? Alors, bonne question qui revient, et en plus on est complètement dans le thème depuis quelques jours. Les marchés actions le démontrent assez bien. Ça peut avoir évidemment un impact. Il faut pas, moi je commencerai avec un message plutôt de calme et de sérénité là-dessus. Il faut pas trop s'inquiéter de ce qui peut arriver. C'est-à-dire que les phases de volatilité entre deux échéances ou entre certaines échéances électorales sont normales. C'est pas parce que le marché baisse de 1 ou 2% qu'il faut tout de suite être alarmiste sur le sujet et s'attendre forcément au pire. Donc évidemment, ça peut avoir un impact. On le voit d'ailleurs nous concernant, c'est-à-dire sans attendre les élections aux États-Unis. On voit que les élections en France qui vont arriver fin juin et début juillet ont déjà un impact sur le marché parce qu'on commence tout de suite à faire les calculs en se disant si c'est des partis d'extrême, quels que soient les extrêmes, ça va avoir un impact économique qui est assez défavorable et donc il y a une prime de risque tout de suite qui se crée sur la France. Donc oui, ça peut avoir un impact, pas d'emballement à ce stade, ça peut aussi créer des opportunités, ça c'est mon deuxième message, c'est-à-dire que on a vécu quand même des crises qui ont été assez compliquées ces quelques dernières années, on a vu que les marchés et les entreprises se sont plutôt bien redressées, que les politiques monétaires ont su accompagner ces phases de crise, donc ça peut aussi être générateur d'opportunités, des opportunités qui peuvent nous servir dans les mois ou années à venir. Donc plutôt un message qui est tout sauf alarmiste sur le sujet. Ça a évidemment un impact, on le voit déjà. On voit le taux 10 ans français qui s'est tendu. On a maintenant un taux 10 ans français qui est au même niveau que le taux 10 ans portugais. Donc on voit qu'il y a une prime de risque qui se forme. On voit qu'il y a un petit peu d'inquiétude. On sait que des discussions vont être de nouveau ouvertes et vont inquiéter les investisseurs sur notamment la taxation des super profits, etc. La retraite à 60 ans qui serait pas une bonne chose pour l'économie. On est absolument conscient de tous ces paramètres-là. Encore une fois, cette phase de volatilité, elle est plutôt normale. Elle ne doit pas générer de trop fortes inquiétudes, surtout après la belle performance qu'ont eu les marchés depuis le début de l'année. Voir quelques prises de bénéfices, c'est tout à fait normal et naturel. Donc pas d'inquiétude. Et pour les élections américaines, on aura également forcément un épisode de volatilité, mais il n'y a pas de scénario qui serait à ce jour dramatique pour les marchés. En tout cas, ce n'est pas une source d'inquiétude majeure pour les marchés. Merci. Alors peut-être une autre question. Avec les baisses de taux à venir, ne faut-il pas diminuer son exposition au marché obligataire? Alors très bonne question. Deux points là-dessus. Si on considère que la baisse des taux va concerner les taux longs, ce qu'on entend un petit peu autour de l'immobilier par exemple, on parle de l'année 2024 en disant c'est l'année de baisse des taux. On a déjà eu une première baisse de taux de la part de la Banque centrale européenne. On en attend encore 3 d'ici la fin de l'année. Donc quand on parle de baisse de taux, on s'attend toujours à avoir une baisse des taux longs, celle qui impacte notamment les crédits immobiliers, le prix de l'immobilier en général. Là, je dis attention parce que la baisse des taux court qui est attendu cette année ne va pas forcément se répercuter aussi directement qu'attendu sur les taux longs. Pour rappel, on a une courbe plutôt inversée. Et c'est intéressant, je crois qu'on a un slide sur les taux juste après la croissance économique, ça permettra de se rendre compte. On a une courbe plutôt inversée et donc on a des taux qui sont on a des taux courts qui sont plus élevés que les taux longs. On a quelques éléments. Là, on a l'inflation, on a plutôt les baisses de taux qui sont annoncées ici, on n'a pas la courbe des taux. Donc, ce que je disais, c'est que les taux courts sont plus élevés que les taux longs. Donc, la baisse des taux longs ne va pas forcément avoir un impact direct sur la baisse des taux courts ne va pas avoir un impact direct sur les taux longs, ce qui veut dire que les taux longs ne devraient pas forcément baisser très rapidement. Je veux pas inquiéter sur l'immobilier, mais
ce qui veut dire que les difficultés sur l'immobilier ne devraient pas se lever dans les 2-3 mois. On a peut-être encore une petite année à attendre avant de voir un environnement qui est un petit peu plus favorable pour l'immobilier. Mais si je réponds directement à la question, si je m'attends à voir une baisse des taux, il faut au contraire en profiter et aller chercher un maximum d'obligations, parce que la baisse des taux va faire prendre de la valeur aux obligations. Donc si on considère que les taux sont à leur maximum aujourd'hui, profitons-en, et c'est ce qu'on fait dans nos profils, et achetons des obligations, parce qu'en cas de baisse des taux, ça nous fera prendre de la valeur et on va accumuler de la plus-value sur ces lignes-là. Merci. Alors peut-être une dernière question. Avec tout ce que vous êtes en train de nous dire, vous êtes plutôt optimiste pour les mois à venir? Alors, plutôt optimiste, c'est ce qu'on disait, plutôt optimiste. Je ne suis pas particulièrement pessimiste. Je pense que la volatilité qui va être générée va créer de belles opportunités. Donc, être acheteur sur ces niveaux de marché, c'est compliqué. Et on le voit d'ailleurs, on a plutôt pris des bénéfices. Par contre, la volatilité qui est générée peut créer des réactions assez fortes et assez brutales sur certains secteurs ou certains titres. Et c'est là qu'il faut savoir être réactif et saisir des opportunités. Le niveau de marché globalement aujourd'hui, quand on le regarde, c'est ce qu'on voyait sur les niveaux de valorisation, ne donne pas envie d'investir massivement. Au contraire, il donne plutôt envie de prendre quelques bénéfices. Par contre, quand on va regarder certains sous-secteurs, il y a un intérêt particulier. Quand on va regarder certaines classes d'actifs, il y a un intérêt particulier. Et la volatilité qui est aujourd'hui générée, elle crée de la volatilité plus sur certains secteurs que d'autres, ce qui génère forcément de belles opportunités d'achat. Donc, je ne suis pas pessimiste. Je pense qu'il va y avoir de belles opportunités. Aujourd'hui, on a plutôt un positionnement qui nous protège contre une baisse. Je ne souhaite absolument pas le pire, mais en tout cas, si le pire sur les marchés devait arriver, on y est aujourd'hui très largement préparé avec les expositions qu'on a. Et donc, on pourrait réagir très nettement pour en profiter et pouvoir en tirer des bénéfices dans les mois et années à venir. Tout l'intérêt de la gestion cœur satellite. Absolument. Permettre cette activité. C'est tout à fait ça. Et on s'appuierait beaucoup sur justement ce fonds cœur pour pouvoir avoir la réactivité, surtout pendant l'été. On sait que souvent l'été, c'est un moment un petit peu particulier sur les marchés boursiers. On peut avoir des emballements et des mouvements baissiers assez forts. Et ce fonds cœur nous permet de réagir pleinement en cas de situation comme celle-ci. Merci bien. Merci à vous pour toutes ces questions. Nous venons donc de passer en revue les performances et donc les visions de la gestion pilotée GWS sur les deux profils que nous proposons. Si vous avez d'autres questions concernant la gestion pilotée, n'hésitez pas à contacter votre conseiller ou à nous écrire. Je remercie également Ibrahim, donc responsable de la gestion chez GWS, de nous avoir accompagnés. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire.